Merci, Monsieur Oliva. Un peu de pression au moment d'intervenir après ce mot d'introduction, très gentil, je vous remercie. Oui, je suis Paul-Henri Dupuis, donc le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central. Le commissariat à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central est une entité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. J'en profite pour un peu parler de cette agence, qui est une agence toute récente qui a été créée en 2020 sur une volonté du président de la République de mettre à disposition des territoires français une capacité d'accompagnement de ces projets. Voilà, c'est une organisation qui est complètement structurée autour des préfets de département et qui est faite pour mettre à la disposition une offre d'ingénierie, une capacité d'ingénierie de tous les territoires lorsqu'ils ont un projet. Et le commissariat de massif est inscrit dans ce schéma-là. Alors oui, vous voulez que je fasse? Je veux bien mettre la présentation. Donc le commissariat de massif a une mission très particulière au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est la mise en œuvre des politiques de massif. Donc si vous pouvez, je viens prendre le... Oui, mais il faut que je partage. Laissez-moi une seconde. Excusez-moi du coup, la technique. Et moi, sans fil, je tombe. Donc voilà, le commissariat de massif, comme je disais, est chargé de la mise en œuvre des politiques de massif, mais je pense que c'est important qu'on puisse expliquer ce dont il s'agit. Vous pouvez rapprocher, je vous chacun. Installez-vous confortablement. Donc, 5 massifs sur le territoire national, donc le massif central, Alpes, Pyrénées, Vosges, Jura, dans l'ordre de taille des massifs. Alors, de quoi on parle quand on parle de politique du massif? Déjà, c'est un cadre, donc c'est la loi montagne de 85, complétée en 2016, qui constitue une première loi de différenciation. En fait, c'est vraiment une capacité donnée à ces territoires spécifiques de mettre en œuvre une politique adaptée à ces caractéristiques. La politique de massif, c'est des instances, et ça c'est très important parce que pour mettre en œuvre une approche différenciée des politiques publiques, eh bien, il faut qu'il y ait des instances capables justement d'en définir la stratégie et les orientations. Ces instances, c'est un comité de massif qui représente tous les pans de la société et des activités du massif. Et qui s'appuie, ce comité de massif, sur une commission permanente et 3 commissions spécialisées. Alors, ça peut paraître un petit peu un détail, mais il y a un point très important par rapport à ces commissions spécialisées, c'est qu'elles sont imposées par la loi, enfin, elles sont définies par la loi, et parmi les 3 commissions spécialisées, il y a une commission spécialisée transport et mobilité. Donc là, on revient dans le sujet, et donc ça veut dire qu'il y a une réelle ambition sur ce volet-là, et parce que ça constitue un réel enjeu des massifs. Et donc, on a une commission spécifique présidée par André Marcon, à ma gauche, pardon. Donc c'est tout l'enjeu des mobilités pour les massifs. Et le troisième point important par rapport à cette politique du massif, eh bien, c'est qu'on dispose d'un outil de mise en œuvre des politiques, c'est-à-dire qu'on a des instances qui définissent une stratégie et ensuite on a un outil puissant qui est le contrat de plan interrégional État-région. Donc c'est un peu sur le même schéma que les contrats de plan État-région, mais sauf que là on est sur un partenariat entre l'État et, pour le Massif central, les 4 régions qui constituent le Massif central et qui donc nous donnent une capacité au département. Et donc là, nous sommes en train de travailler et de finaliser la prochaine convention qui pour la période 2021-2027. Donc, ce que je disais, c'est la spécificité du Massif central d'un élargissement de cette convention. Donc, l'objectif et la manière d'agir de ces conventions de massif
premier point très important, on est sur un contrat de plan interrégional et donc la vocation de ce contrat de plan, c'est d'accompagner des projets à dimension interrégionale. Ça, c'est un premier point, mais c'est aussi ce qui donne une ambition forte à ce contrat de plan. À partir du moment où on est sur de la dimension et de l'approche interrégionale, eh bien ça impose déjà d'avoir des niveaux d'association partenariale très forts et qui donnent automatiquement de l'ambition au projet. Le deuxième point fort, et sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est la mise en réseau des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire, vous allez le voir, très très grand, et il faut éviter que l'on ait des territoires, des acteurs économiques qui travaillent isolément dans leur coin sans regarder d'autres acteurs qui seraient en train de réfléchir sur la même thématique et sans partager leurs difficultés et leur réussite. Donc, ces politiques de massif, elles sont organisées, structurées autour de 3 axes principaux. Donc, la préservation et la valorisation des ressources et des milieux naturels. Donc, voilà, le Massif central bénéficie d'une grande image de naturalité, d'espace préservé, et c'est un grand atout d'attractivité aussi bien touristique que résidentielle. Donc, c'est quelque chose qui est à cultiver parce que c'est important d'un point de vue maintien de la biodiversité, maintien des paysages, mais c'est surtout important d'un point de vue, y compris du développement économique. Le deuxième point, c'est la transition des filières économiques du massif, donc les filières dites emblématiques. Alors on pense automatiquement, parce qu'ils occupent un espace très important sur le territoire, à l'agriculture, à la forêt, mais on a aussi d'autres filières emblématiques qui ont besoin de se structurer, qui ont besoin de rentrer dans une nouvelle ère, de nouvelles attentes sociétales. La filière pierre, par exemple, donc, qui est très importante sur le Massif central parce qu'on a un bâti patrimonial traditionnel de grande qualité qui, là aussi, contribue à l'image et à l'attractivité. Donc, il faut qu'on puisse maintenir ces savoir-faire et qu'on aide à se structurer ce genre de filière. Donc, voilà, c'est ça l'idée de ce deuxième axe de transition des filières économiques du massif. Et enfin, un dernier point, c'est le volet attractivité des territoires. J'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, attractivité résidentielle, arriver à faire venir des habitants, de nouveaux habitants sur le territoire, et attractivité touristique, parce que là aussi, c'est un enjeu fort. On a pu constater d'ailleurs un grand attrait pour nos beaux territoires sur ces 2 dernières années, aussi bien en été qu'en hiver, en dépit de la fermeture des stations de ski. Donc voilà, on a une carte à jouer. Et donc, encore plus aujourd'hui, mais c'est vraiment, là, on est sur des axes. Je parle sous le contrôle d'un ancien commissaire qui est en face de moi, mais on est sur des axes qui sont quelque part historiques et voilà, qui, dès le départ des politiques de massif, étaient présents. On est dans une forme de continuité, mais voilà, chaque jour, on voit réaffirmer l'enjeu de ces axes. Alors, le Massif central, de quoi parle-t-on ? Donc, on parle d'une définition ici administrative d'un massif, donc un massif habité. On a l'habitude de peut-être, pour le comparer aux autres massifs hexagonaux, de parler de montagne habitée. Donc, on est sur un massif de 84 000 km², c'est 15% du territoire national, donc c'est énorme. Donc, qui va du Morvan au nord à la Montagne Noire au sud, des monts du Lyonnais et du Beaujolais jusqu'à la Haute-Vienne d'est en ouest. Donc voilà, on a vraiment un territoire très très vaste, avec tout de même près de 4 millions d'habitants. C'est le massif le plus peuplé de France. Et donc, comme je le disais, d'un point de vue administratif, eh bien, il est à l'intersection de 4 régions et de 22 départements. Donc, ce qui rajoute ce qui donne une très grande force de frappe, parce que voilà, on a, notamment d'un point de vue financier, cette association d'acteurs publics permet effectivement d'avoir une réelle ambition pour ce territoire. Alors, je ne vais pas vous abreuver de données, mais j'ai fait un petit travail très rapide sur l'Observatoire des territoires, qui est un outil que vous devez tous connaître, qui est opéré par la NCT, mais qui est très, très riche en données, pour vous présenter quelques caractéristiques de ce territoire. Donc, voilà, bien sûr, c'est un territoire peu dense, très peu dense. Donc, voilà, on voit
notamment qu'on a un taux de communes dites très peu denses, très supérieur à la moyenne nationale, hein, puisqu'on a 52% de nos communes qui sont classées en faisabilité. Partout très habité. Mais en fait, on va le voir dans la diapo d'à côté, mais voilà, de la population présente partout, mais globalement avec peu de densité. Là, ça continue à illustrer ces choses-là. Donc, on est sur un territoire qui est structuré en fait autour de 3 agglomérations, hein, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Limoges, donc qu'on voit dans le tiers nord du Massif central, mais aussi structuré autour d'une grande, je dirais pas multitude, mais voilà, un très grand nombre de petites centralités. Et entre ces petites centralités, eh bien, on a des communes qui sont complètement hors influence. C'est ça, c'est 40% des communes pardon, qui sont complètement hors influence. Et donc, ça, c'est quelque chose au moment de réfléchir au sujet des mobilités sur ce grand territoire, c'est quelque chose, c'est une spécificité importante. Je profite de cette diapo-là pour montrer aussi la chance qu'a ce territoire. En fait. Ce territoire, on voit très bien, là, il est au cœur là on en voit 5 majeures, de 5 agglomérations, métropoles, très fortes, très structurantes. Donc voilà, on voit Toulouse, Bordeaux est un peu plus loin, mais on a Lyon, Dijon, Montpellier. Et donc, on peut voir ce territoire comme un territoire qui est capable d'alimenter ces métropoles avec une très grande population. En fait, là, si on regarde, si on intègre dans la population du Massif central les métropoles périphériques, là, on atteint une population de 2 millions d'habitants, et avec de gros enjeux de construction, de développement notamment de la construction bois, d'alimentation, des enjeux. Et donc, avec un territoire qui peut être réellement au service de l'ensemble de ces métropoles périphériques, et y compris dans une réflexion un peu nouvelle, post-crise, liées aux évolutions des habitudes. Et on peut imaginer une relocalisation du tourisme à destination de ces métropoles périphériques là, dans ce territoire. On a quelque chose de très intéressant, y compris aussi dans les dynamiques qu'on a pu observer juste après la crise, mais donc on attend un peu de voir comment elles vont se confirmer avec le sujet de la birésidence. Et on peut tout à fait imaginer avoir un territoire du Massif central qui voit sa population de manière un peu temporaire, hein, puisque c'est sur de la birésidence, sa population se regagner. Et donc, ça alimente encore plus la nécessité de développer les mobilités pour pouvoir accompagner ces dynamiques, aussi bien sur l'attractivité touristique que sur l'attractivité résidentielle dans ce nouveau schéma. Une population plus âgée, alors ça c'est très important au moment de réfléchir aussi au sujet de mobilité, parce que voilà, on est sur des populations qui rapidement auront des difficultés à utiliser leur véhicule individuel, et on est aussi sur une caractéristique qui fait qu'on doit imaginer des dispositifs qui ne sont pas que du tout numérique. Voilà, la population âgée, en tout cas pour celle qui arrive dans l'âge là, n'est pas encore complètement familière au numérique. Et donc, il y a aussi une réelle nécessité d'imaginer les mobilités de demain et les dispositifs d'accompagnement des mobilités de demain avec autre chose que du numérique, en tout cas avec des choses qui sont très abordables. On aborde le sujet des mobilités, caractéristique très forte, mais qui est inhérente en fait à la structuration de ce territoire. 80% des déplacements domicile-travail dans le central se font en voiture, donc on est 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Voilà, on a déjà à plusieurs reprises échangé avec André Marcon. Hein, on ne peut pas imaginer
la structuration de dispositifs de transport en commun puissants pour desservir un tel territoire. Donc, en fait, la réflexion, elle est plus sur comment on facilite l'accès à la mobilité individuelle pour les habitants et à toute classe sociale, je serais tenté de dire, et surtout comment on décarbone cette mobilité individuelle et comment on rend accessible cette mobilité individuelle décarbonée dans les territoires du Massif central. Bon, le poids des émissions en gaz à effet de serre, là, qui est légèrement supérieur au niveau national, avec une petite faute, je m'en excuse, et qui occupe le deuxième rang des émissions de gaz à effet de serre, mais parce que voilà, on a un poids de l'agriculture qui est évidemment très, très important. Donc, fort de ces constats-là, avec le partenariat financier du Massif central, là, on s'est posé la question, enfin, on s'est dit qu'il était essentiel de développer justement les mobilités dans les territoires du Massif central, avec un enjeu, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr de réduction des émissions, de cohésion et d'inclusion sociale, c'est quelque chose de très important. On a des territoires là où, du fait de la prédominance de la mobilité individuelle, eh bien, on a un risque de décrochage par rapport aux mobilités et avec de réelles difficultés après d'accès à l'emploi, d'accès aux services. Donc, c'est vraiment un élément très important. Équilibre des territoires, bien sûr. Voilà, on a vu la structuration tout à l'heure des métropoles, des petites centralités dotées de dispositifs de transport urbain structurés et puissants. Et à côté de ça, eh bien, des zones centrales sur lesquelles en fait, il est très très difficile d'organiser les choses et il ne faut pas qu'on entretienne un sentiment de déclassement. Donc il faut inventer des nouvelles mobilités et il faut faciliter justement l'émergence de ces mobilités. Un point très important, mais ça rejoint tout ce que je disais avant, c'est la qualité de vie des habitants. Pour nous, c'est déterminant la qualité de vie des habitants dans le Massif central, parce que c'est dans tous les territoires du Massif central, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui garantit le maintien des populations. En fait, on a un solde naturel qui est négatif dans la centrale, donc on a plus de décès que de naissances. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas une baisse de la population, eh bien, c'est le solde migratoire. Et donc, il faut clairement qu'on puisse offrir une grande qualité de vie aux habitants. Donc, ça passe par des services. Ça passe bien sûr par du logement adapté dans les territoires. Donc là, voilà, l'architecture, on en parlait, réfléchit à toutes ces choses-là. Ça passe par de la culture. Là, j'en profite pour faire un petit détour par la candidature de Clermont Massif central à la capitale européenne de la culture, parce qu'on est là aussi dans une idée il faut qu'on soit capable, par cette dynamique-là, de développer des initiatives culturelles partout sur le territoire, parce que c'est essentiel pour la vie des territoires et pour la sécurité des territoires. Et enfin, pourquoi aussi développer et positionner le Massif central sur cette question de la mobilité? Ça contribue à l'image du territoire. On bénéficie d'une très très bonne image au niveau du territoire du Massif central, une image d'authenticité, de naturalité, d'espace préservé, de simplicité, de frugalité. Et donc là, rajouter en plus une image d'exemplarité en matière de mobilité et de dynamisme des nouvelles formes de mobilité fait qu'il faut s'emparer de ce sujet-là. Et du coup, le partenariat Massif central a décidé de mettre en œuvre dans la prochaine convention une mesure phare de la convention Massif qui s'intitulera Mobilité rurale. Quel est l'objet de cette mesure phare? On parle de financement, je vais être très clair, c'est-à-dire que nous, voilà, c'est ce qu'on fait, on finance des projets. Et là, le principe, c'est d'accompagner l'expérimentation sur les territoires du Massif central. Donc, expérimentation de nouvelles solutions, des choses qu'on ne connaît pas encore, des solutions innovantes et adaptées aux caractéristiques de ces territoires. Donc, on est vraiment là-dessus. Mettre en relation des acteurs économiques, idéalement du territoire, qui ont de belles idées, avec des territoires pour expérimenter. Et nous, ensuite, on intervient pour aider à ce que cette mayonnaise prenne et que les choses se placent, avec bien sûr aussi un enjeu majeur, comme l'a dit monsieur Oliva, un enjeu majeur d'association des populations. C'est-à-dire qu'il faut
clairement que les associations s'emparent des choses. Il y a un enjeu d'éducation en fait derrière ça, aux nouvelles mobilités, parce que comme je le disais tout à l'heure, hein, les gens dans le territoire central sont très attachés à la mobilité individuelle avec des véhicules thermiques. Et donc, voilà, il faut aussi les aider à changer leur vision des choses. Et ça, c'est le deuxième point, c'est accompagner l'expérimentation pour accélérer la transition vers des mobilités individuelles décarbonées. Donc, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Et là c'est tout l'enjeu pour nous d'Orbimob, c'est que tous les spécialistes qui sont là se posent des questions ensemble et qu'on crée des nouveaux partenariats pour trouver de nouvelles idées, voilà, que ces solutions émergent. Et ensuite, voilà, nous, on est là pour faire la rencontre avec le territoire et aider à l'expérimentation. Ensuite, on a d'autres objectifs qui sont plus indirects, mais c'est aussi des choses qui sont déterminantes. Au-delà de développer sur ces territoires sur lesquels on fait une expérimentation, déjà de première réponse, les autres objectifs, c'est, et là on touche au développement économique, qui est quand même des politiques de massif, c'est positionner les acteurs économiques du Massif central comme des champions de mobilité rurale. Là on partage complètement l'ambition d'Orbimob, c'est vraiment ça. On a des savoir-faire, on a des expertises, on a des acteurs industriels sur le territoire du Massif central, je pense à Mécanique Vallée dans le secteur de Decazeville, qui ont besoin j'y viens sur le point d'après, mais qui ont besoin de se diversifier et donc qui ont besoin parfois de rebondir. Et là, voilà, on a une opportunité par l'émergence et le développement et le test sur les territoires de ces nouvelles solutions, et ensuite de pouvoir les diffuser partout dans le monde rural français, partout dans le monde rural européen, partout dans le monde rural mondial. Et ça, c'est vraiment l'ambition partagée avec Orbimob. Et le troisième point, pardon, là, ça rejoint notre ambition, enfin notre objectif de travailler sur l'attractivité du Massif central. C'est aussi l'objectif de cette mesure phare, c'est faire rayonner le Massif central, voilà, comme un territoire où il se passe des choses en matière de mobilité rurale. Et donc, voilà, on est vraiment en coche pour le coup les deux cases, développement économique, attractivité des territoires. Et donc, c'est tout ce qui nous a poussé à aller dans ce sens-là avec le partenariat des États, régions et départements. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dès 2022, nous souhaiterions voir le lancement d'expérimentations financées sur les territoires du Massif central. Alors voilà, j'ai très clairement des projets Orbimob avec un point d'interrogation. On croit beaucoup dans cette dynamique-là. Vous avez bien vu, j'ai une vision un peu plus large que l'Auvergne, parce que mon territoire, c'est le Massif central, et parce qu'il y a des acteurs très intéressants et des territoires vraiment en attente au-delà de l'Auvergne sur le Massif central. Donc voilà, c'est ça l'ambition dès 2022. Donc de quoi parle-t-on? L'expérimentation, je ne suis vraiment pas spécialiste, donc je vous laisserai après vous imaginer ce qui est possible. Mais c'est de la solution technologique, bien sûr, c'est des types de véhicules à tester, particulièrement adaptés aux spécificités du territoire. C'est on l'a dit, des outils numériques qui permettent de faciliter la intermodalité, les connexions entre les différents types de transport. C'est des solutions organisationnelles, là aussi, il y a sans doute encore beaucoup de choses à inventer, à tester. C'est des expérimentations, comme le disait M. Marcon, sur la place de la ville, de la voiture dans les centres-bourgs, la structuration, la mise en œuvre de parking, de navettes autonomes, de toutes ces choses-là. Voilà, le champ est très très large. On ne veut surtout pas le restreindre. Donc nous, notre seule exigence, c'est que ce soit des choses innovantes, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas vocation à des choses qui ont déjà été testées. L'enjeu du test, c'est bien sûr d'avoir des échecs, mais c'est surtout de diffuser le résultat. C'est-à-dire que, et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille très fortement dans les politiques de massif, c'est vraiment, quelqu'un a une idée, on lui donne les moyens de la tester, de l'expérimenter,
Et surtout après, eh bien, on en parle largement pour que les autres puissent en emparer. Et pourquoi pas pour que après un financeur bien plus puissant que nous dise voilà, massifions ça. Massifions ça, c'est une très très belle idée, massifions-le. Une région, l'État, c'est des choses qui sont déjà arrivées avec des politiques de massif. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Bon, voilà, je n'égrène pas les autres points, les autres idées, les autres thèmes qui pourraient être emparés avec un vrai sujet sur le tourisme. Comme je le disais, il y a, je pense qu'il y a un réel potentiel touristique du Massif central. Ça, je ne l'ai pas dit, mais le réchauffement climatique va vraisemblablement donner un atout supplémentaire au Massif central. On a des hotspots touristiques français qui vont terriblement souffrir de la chaleur en été. Et donc, on peut imaginer, avec l'offre de paysage, l'offre d'une naturalité, la diversité de ce qu'on peut offrir dans notre centrale, eh bien, avoir de la fréquentation touristique complètement différente. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'en termes d'aménagement du territoire, eh bien, on se prépare à tout ça. C'est la gestion des flux. Donc là, avec le sujet de la mobilité, il y a comment préserver les hotspots touristiques locaux pour que on n'ait pas des multitudes de véhicules individuels qui viennent en haut du Puy-Marie, enfin, parce que voilà, c'est pas censé qu'on ait des parkings, qu'on ait des navettes électriques. Voilà. Il y a toutes ces choses-là à imaginer. Dernier point. Je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps, je suis souvent un peu bavard. Dernier point, et autre orientation forte donnée à la prochaine convention de massif, et qui part d'un constat très simple, en fait, c'est qu'on a une occupation du sol qui est particulièrement favorable au stockage du carbone sur le massif central. On a la plus grande prairie d'Europe, donc les prairies. Constitue un énorme stock de carbone. On a une couverture de forêt qui est nettement supérieure à ce qu'on peut retrouver ailleurs en France. Donc, on a une formidable capacité de stockage du carbone. Et maintenant, quand on a fait ce constat-là, il faut se poser la question de comment on l'optimise, comment on tire profit de cette formidable capacité pour que ça apporte quelque chose à notre territoire. Et c'est l'ambition qu'on se donne avec la prochaine convention de massif, là, sur, donc je l'ai dit tout à l'heure, en 2021 à 2027, eh bien, c'est d'être, en 2027, d'être un territoire qui est prêt à proposer des choses en termes de stockage du carbone. Alors, ça va être par l'adaptation des pratiques agricoles, ça va être par l'adaptation des pratiques sylvicoles, mais surtout ça va être par la mise en place, l'invention d'outils qui permettront à ces acteurs agricoles, forestiers, autres, eh bien, le jour où le marché du carbone va vraiment, des compensations carbone va vraiment se mettre en œuvre, eh bien, de pouvoir se positionner, sans doute pas individuellement, mais en coopérative, et pouvoir dire, écoutez, moi, je suis capable de vous compenser les émissions de carbone à telle hauteur. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur, un enjeu d'image du territoire, c'est-à-dire que le Massif central contribue globalement à l'effort sur la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est très important. Et ça alimente l'image de territoire préservé, naturalité, etc. Donc, en termes d'attractivité, c'est essentiel. Et c'est des retombées économiques sur les territoires. Donc, on a vraiment besoin de construire ça et d'inventer des choses pas à pas, de la méthodologie pour pouvoir s'emparer de ces choses-là en 2027. On ne part pas de zéro. Il faut savoir que sur la programmation précédente, a été créé, inventé le label bas carbone avec des financements de la programmation municipale, c'est des crédits européens. Donc, ce label bas carbone qui permet justement sur des projets agricoles et forestiers de compenser des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est une forme de continuité, prolongation de l'esprit dans lequel on a travaillé jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui nous paraît assez essentiel. Alors attention, donc voilà, l'idée c'est de valoriser, donc en travaillant sur la connaissance et l'amélioration du stockage, donc c'est quelles pratiques pour mieux stocker. C'est la valorisation du stock de carbone existant. Ça, pour le moment, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Il y a une attente très très forte du monde agricole par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils sont
effectivement, ils ont la gestion de quelque chose de très important, mais comment on fait en sorte que ce soit préservé, justement, et éventuellement, comment on le valorise économiquement. Et donc après, c'est ce que j'ai dit, la préparation du massif central au développement du marché des compensations de carbone. Avec quand même un point de vigilance, c'est-à-dire que, et c'est quelque chose qu'on s'est imposé avec le partenariat financier, c'est oui, mais il n'est pas question, sous prétexte de développer le stockage du carbone sur les centrales, eh bien d'avoir un impact sur la biodiversité, d'avoir un impact sur le paysage. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de planter partout des eucalyptus qui ont une superbe capacité de stockage du carbone et qui ont un développement rapide, etc. Parce que clairement, ça modifierait l'aspect du puits de Dôme s'il était couvert d'eucalyptus. Donc, c'est un bémol important et ça, on a besoin de rassurer sur ce point-là. On doit faire attention aussi à ce qui fait l'attractivité du massif central. Et je termine avec un dernier point d'actualité, plus prosaïque. Il y a actuellement un appel à manifestation d'intérêt Avenir Montagne Mobilité qui s'inscrit dans le volet, qui est le volet mobilité du plan Avenir Montagne. Donc, c'est un volet qui est doté de 10 millions d'euros. L'objectif, c'est d'accompagner des territoires de montagne. Vous avez vu, le massif, tout est considéré en montagne dans le massif, donc avec la carte que nous avons vue tout à l'heure. Donc, c'est une acception très, très large de la montagne, donc avec un objectif d'accompagner en ingénierie, l'expérimentation et l'évaluation des solutions. Donc, c'est quelque chose qui est finalement très, très complémentaire à tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent. La cible, c'est 80 territoires de massif à l'échelle nationale en 2 vagues. Donc, une actuellement et la prochaine au second semestre 2022. Et donc, pour la vague 2021, si vous êtes intéressé dans la salle, c'est un dépôt de pré-dossier, de forme de lettre d'intention avant le 30 novembre et un dépôt final avant le 31 décembre. Ça, c'était le volet publicitaire de mon intervention. Il fallait l'objet de la CNM. Tout à fait. Voilà, je vous remercie. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai. Très bien. Vous avez le droit, vous. Ou sinon, en prochaine de la discussion, il y avait des choses? Oui, moi j'ai une question, monsieur le commissaire. Déjà, peut-être juste me présenter Nicolas Ferrand, je représente Clermont-Ferrand Métropole aujourd'hui. Et je dirais aussi 2 mots côté métropole tout à l'heure. Alors, je fais la technique en même temps. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui, c'est juste une réflexion, monsieur le commissaire, dans les innovations dont vous parlez. Et merci effectivement tous ces dispositifs que le massif est en train de mettre en place et d'encourager, qui vont être un formidable accélérateur pour l'innovation dans la mobilité rurale. Je vais juste partager une réflexion, peut-être avoir votre réaction. Là aujourd'hui, en gros, on est 40% à distance, 60% présentiel. On a sur la semaine d'Ambimob, en gros, je sais pas, 60, 70 conférences, sessions diverses et variées, donc à Clermont, mais aussi dans les villes, notamment universitaires de Berne, Moulins, Vichy, Le Puy, Aurillac, Montluçon notamment. Et sur toute la semaine, on a du coup à peu près ce ratio-là. On a des intervenants internationaux que Patrick a fait intervenir des 4 coins de l'Europe, qui sont intervenus en visio. On a ensuite tout enregistré, et juste après, on va pouvoir avoir du coup l'intervention de Frédéric Aguilera, qui ne pouvait pas, de vice-président du conseil régional à la mobilité, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, et qui du coup on a enregistré lundi au moment de l'ouverture, et qui nous a proposé de projeter son intervention ce matin. On a vu l'an dernier pour le lancement d'Orbimob, je suis un petit peu long, mais je pense qu'en fait c'est assez important en termes d'impact sur les mobilités. Vous voyez où je veux en venir. L'an dernier, au lancement d'Orbimob, on a appris 2 jours avant
qu'on est confiné. Du coup, on a fait une quinzaine, vingtaine de conférences, 1000 personnes en visio. Et ensuite, les gens qui ont vu ces conférences étaient plusieurs milliers. Et là aussi, cette semaine, tout est enregistré et ça va être pour être valorisé. Ils sont vus aussi plusieurs milliers de fois. Quand on réfléchit finalement à cette évolution organisationnelle que le Covid a accélérée, on se dit qu'en termes d'impact des mobilités, de décarbonation, parce que de non-mobilité, l'impact est considérable. Dans les années 2010, même un petit peu avant, et c'était l'impulsion de Vincent Massif et de Massimo, le Massif central a été le territoire d'expérimentation nationale d'excellence sur le télétravail. Au niveau national, les règles, le cadre légal du télétravail qui a été mis en place étaient beaucoup inspiré de ces expérimentations de Noël. Ces expérimentations étaient d'ailleurs dans le cadre des services déconcentrés de l'État et des départements, pas forcément des structures qu'on considère habituellement comme les métropoles, comme les plus innovantes, les plus agiles, etc. Voilà, c'est des réflexions que je voulais vous partager, monsieur le commissaire, parce que dans ces futurs appels à projets, n'y a-t-il pas aussi justement prendre en compte ces innovations, ces améliorations de pratiques sur lesquelles on pourrait peut-être aussi devenir excellent dans le Massif central, qui finalement favorise la non-mobilité et donc tout ce que vous avez évoqué précédemment. Merci beaucoup pour cette question. Bon, effectivement, il y a ce sujet de l'innovation en matière de démobilité. J'ai tendance à l'appeler comme ça, je ne sais pas si c'est le terme. Merci en tout cas de rappeler effectivement encore un beau chantier mené par les politiques du Massif sur le télétravail qui effectivement fait référence. Ce sujet de la démobilité, effectivement la question se pose, et pour revenir un petit peu sur le sujet culturel par exemple, on a vu pendant la crise là, une nouvelle capacité d'exister sur la scène culturelle sans être dans une grande métropole internationale avec des artistes qui ont réussi à produire depuis le Massif central. Et donc il y a un réel enjeu voilà, à imaginer ces choses-là. Donc c'est des lieux de captation d'œuvres artistiques. Je suis sur l'exemple culturel, mais c'est vrai pour tout. Et aussi des lieux plus proches, en proximité, pour les habitants d'un territoire aussi peu densément peuplé, de rencontres avec cette œuvre artistique diffusée sous une nouvelle forme. Voilà, c'est pour l'exemple artistique, mais en tout cas, le sujet de la démobilité est majeur, et d'autant plus majeur que, comme je le disais dans mon propos, on a une grande attente par rapport au post-crise sur le Massif central, notamment sur ces sujets de birésidence, parce que voilà, on peut imaginer qu'on va avoir des gens, on a déjà des gens, voilà, il y a de l'attention sur l'immobilier, par exemple dans le Morvan actuellement, c'est jamais arrivé, il n'y a plus la moindre maison à vendre dans le Morvan. Parce que les gens, bon, on est très proche de Paris, hein, le TGV arrive à Montbard, c'est en Côte d'Or, donc c'est très attractif, mais il se passe quelque chose, et ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Bon, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est déjà mobilisée sur les sujets de la mise en place de tiers-lieux, donc espaces de coworking, des espaces, des micro-fabriques, des choses comme ça, et ça contribue aussi à cette démobilité. Donc oui, tout à fait, enfin, de l'innovation dans ce domaine-là, dans ce domaine de la démobilité, est intéressant. Bonjour, Pour un peu de masque. Je m'appelle Blandine Chazelle. J'interviens dans un premier temps. Il faudra c'est bon comme ça. Ah, voilà, c'est bon. Très bien. Je suis Blandine Chazelle. Là, j'interviens plutôt sous un aspect
société civile, membre d'une association et habitante de la montagne, et j'avais justement une question qui prolongeait celle de Nicolas sur l'angle comment on est dans une mobilité inversée. C'est vrai que dans Miweb, on entend beaucoup autour de la techno, comment on contribue à ce que les gens de la campagne vont vers la ville. Mais il y a aussi tout un aspect qui est que les gens de la campagne vont vers la ville parce qu'il y a des services qui ne sont pas à proximité de chez eux. Donc, comment est-ce que vous investiguez ce champ de... Je ne sais pas si c'est de l'innovation en tant que telle, hein, ou si c'est de retrouver des choses anciennes, ou si c'est pas seulement trouver des choses anciennes ni l'innovation, mais comment on mixe des visions du futur en s'appuyant sur du bon sens et des choses que l'on connaissait. Voilà, ça ouvre ce champ-là. Donc ça, c'était un premier aspect. Et puis, l'autre aspect, dans ma vie professionnelle, je travaille à SNCF Réseau et je m'intéresse au transport collectif, en fait. Et tout à l'heure, je suis arrivée en cours de votre intervention et j'ai été marquée par le fait qu'il y avait une forme de dire les transports collectifs, finalement, ne sont pas adaptés dans le montagne. Et moi, là où ça me questionne, c'est est-ce que les transports collectifs ne sont pas adaptés, point, ou est-ce que c'est les transports collectifs tels que nous les connaissons à ce jour qui ne sont pas adaptés, et que si on revisitait les usages, les façons de vivre nos territoires, et justement tout ce mouvement qui est d'aller vivre dans des lieux isolés et où la volonté n'est pas de créer des nouveaux villages hyper denses pour accueillir les gens qui ont envie de quitter les grandes villes. Donc on va rester sur des volumes quand même qui sont faibles. Est-ce que ce champ-là de booster aussi, hein, de pousser sur ce champ, réinventer aussi les transports collectifs aux usages d'aujourd'hui sont une dimension qui vous intéresse dans le cadre de ce transport. Merci pour cette question, encore une fois, qui me permet de préciser les choses. Accès aux services, mais très clairement, l'innovation pour faciliter l'accès aux services sur l'ensemble du territoire du Massif central nous intéresse aussi. Et pourquoi pas l'articulation avec des infrastructures de transport en commun qui existent. Pourquoi pas imaginer des choses qui se passent, de l'offre de services qui se développe dans un nouveau profil de gare sur des lignes de desserte fine de réseau ferré. C'est des choses, non, on est complètement ouvert. On est vraiment... vous ayez en tête que les politiques de massif, on est vraiment sur quelque chose qui a pour seule ambition d'être... C'est du cousu humain, quoi. On est vraiment sur pouvoir apporter au mieux une réponse, en tout cas sur de l'expérimentation, une réponse aux spécificités d'un territoire et aux attentes d'un territoire. On n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la puissance financière pour massifier les solutions, mais par contre, on a la puissance financière pour pouvoir tout tester. Voilà, enfin, je le dis comme ça, et on est à partir du moment où ça représente de l'intérêt, bien sûr. Mais c'est vraiment ça le sujet. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Alors après, sur le sujet des transports collectifs, j'ai peut-être été maladroit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il ne faut pas imaginer le développement de transports collectifs puissants, comme on peut en voir dans l'agglomération clermontoise, partout sur le territoire. C'est ça que j'ai voulu dire. Moi, je ne suis pas du tout... voilà, tous les modes de transport sont utiles dans l'ensemble du territoire. Ils sont structurants pour les territoires. Je reparle des dessertes fines. Et il faut effectivement inventer de nouveaux usages, à mon avis. C'est-à-dire que pour pas certains trains devenir, avoir une vocation très touristique, trains qui deviennent une expérience touristique. Alors là, je vais vous cacher, il y a actuellement une réflexion du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sur la ligne du Volvic-Mont-d'Or. Voilà, pourquoi pas, ça permet de maintenir une circulation et surtout, c'est une autre approche du transport. Après, développer aussi d'autres services, c'est-à-dire que faire à la fois du transport de voyageurs sur les lignes de desserte fine là, et du fret courte distance, gros volume. Donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait des dynamiques territoriales. On est aussi actuellement en train de coordonner une étude importante là, sur 2 lignes majeures du Massif central que sont l'Aubrac et le Cévenol, où sont associés le CEREMA et AgroParisTech. Le CEREMA, pour rigoler,
un volet très étude de l'infrastructure, du cadencement, etc. Et AgroParisTech sur un volet vraiment analyse des dynamiques territoriales et voir justement quels sont les projets des acteurs du territoire pour tirer profit de ces lignes-là sur toute partie des tronçons. Et après, du coup, réfléchir à quelles solutions technologiques on peut apporter, quelles solutions en termes d'exploitation on peut apporter, quelles solutions en termes juridiques aussi. C'est quelque chose qui est souligné par M. Oliva. Là, au fil de la semaine, je l'ai entendu intervenir. L'approche des mobilités, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi un volet sociologique, un volet juridique. Donc, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. On va prendre une dernière question là sur. C'est très bien. L'objectif de cette introduction, c'était de poser un peu les cadres de réflexion des uns et des autres avant de rentrer dans véritablement plus de débats. Et on plus de débats tout de suite. C'est encore plus vivant, mais on pourra aussi le poursuivre toute la journée. Raymond Blard, c'est ça? Oui, Raymond Blard, donc ancien directeur régional de l'équipement, donc de région Auvergne, 40 ans, et je suis en retraite et je suis commissaire enquêteur, donc j'ai l'occasion de parcourir le territoire sur différents sujets, le développement territorial, de mobilité, l'énergie comme les éoliennes. Je voulais faire une petite réflexion, c'est m'interpeller. Donc j'ai une certaine expérience. Je travaille à l'échelle du Massif central pour monter deux contrats de plan massifs, plus des conventions fédérales, pour travailler sur la 75, l'électrification de Clermont-Béziers. Donc je connais la problématique des grandes infrastructures de transport sur le massif. Ma réaction, c'était par rapport au terme de mobilité rurale. Je pense que quand on parle de mobilité, quand on parle de massif central, le terme mobilité rurale il est très réducteur. La mobilité à l'échelle du massif central, c'est particulier, on porte tout le territoire en leur spécificité, et ce n'est pas comme question de mobilité rurale au sens où on l'entend de manière habituelle. Comment dirais-je, c'est une organisation à penser en lien avec le développement territorial. Les mobilités, c'est d'abord les mobilités économiques, qui ne se jouent pas du tout à la même échelle et avec les mêmes acteurs que les mobilités domicile-travail ou autres. Les mobilités économiques, c'est quelle offre on procure aux acteurs économiques pour exercer leurs activités. Comment je peux me rendre à Paris, à Lyon, quand je suis responsable d'une entreprise qui est au cœur du massif central. C'est savoir organiser le fret des filières stratégiques. Hein, on avait travaillé, alors moi j'ai travaillé sur l'émergence d'un opérateur ferroviaire de proximité dans la région Auvergne, avec André Marcon d'ailleurs, et on était à l'époque la deuxième région de France à être engagée sur cette politique. Donc, le fret, c'est le fret des filières stratégiques, comme le fret des eaux minérales, une problématique très particulière qui est adaptée à les ferroviaires. C'est le fret du bois. C'est toute question. Dans le central, on a des vraies mobilités urbaines, hein, parce qu'il y a des territoires très ruraux qui sont pris dans un mouvement urbain. J'ai fait, par exemple, l'enquête du Scott du Bordeaux-Forez. Il y a des gens qui sont au fin fond du Bradois qui vont quotidiennement travailler à Clermont-Ferrand. Hein. Donc, on est dans une logique de mobilité urbaine. Et on a aussi des logiques de mobilité rurale qui est comment on se déplace à l'intérieur d'un bassin rural. Hein. Donc, le sens de ma réflexion, c'était d'attirer l'attention sur le fait que le terme de mobilité rurale, il était très réducteur et qu'il ne fallait pas assimiler le massif central à un grand espace rural. C'est beaucoup plus complexe. Pour simplifier, le massif central, c'est un grand parc naturel qui se place au-dessus de 900 000 mètres. Et tout le reste, c'est des bassins versants qui sont pris dans des fonctionnements urbains. Hein. Donc, c'est
c'est en ce sens-là qu'il faut aborder ces questions, et notamment quand je parle des bassins qui sont ouverts et attirés par les fonctionnements urbains, c'est la question justement de savoir identifier les rapports en termes d'économie territoriale qu'entretiennent les espaces urbains avec les espaces ruraux. Les travaux sur l'économie territoriale, faits par Laurent Dabzi notamment, qui mériteraient d'être. Il y a eu des travaux intéressants qui ont été faits dans le Limousin. Cette approche mériterait d'être faite, je pense, au niveau du Massif central. J'étais trop long. Je vous remercie. Merci de la question, en tout cas. Et Patrick aussi. Pourquoi mobilité, pourquoi mobilité rurale parce qu'on a vraiment l'impression que ce sujet de la mobilité dans les territoires très ruraux est une grande difficulté. Mais vous avez vu dans les interventions que j'ai faites qu'on avait une vision très, très ouverte justement des mobilités. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut accompagner, c'est toutes les expérimentations et qu'elles soient sur de l'interface mobilité urbaine, mobilité périurbaine, mobilité rurale. Et donc, il n'y a pas du tout il n'y a pas de limite. Peut-être que l'intitulé peut laisser croire qu'on va se focaliser exclusivement sur ce volet très rural, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Il y a vraiment une volonté d'être très ouvert et effectivement, la dimension, l'articulation avec l'aménagement du territoire et avec les dimensions économiques sont assez. Oui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de votre question. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté. Vous avez vu dans les petits panneaux qui annoncent sur l'immeuble, on parle bien du défi des mobilités territoriales. Et on a défini le territoire comme l'espace géographique autour d'une ville moyenne. Clermont-Ferrand, capitale du Massif central. Qu'est-ce qui se passe 150 km autour de cette ville? Et bien évidemment, vous avez tout à fait raison de parler de la dimension économique, de la dimension professionnelle, elle est absolument au cœur de ça. C'est-à-dire que quand je parle du développement de ces territoires, la première des choses que je mets en avant, c'est les emplois. Voilà. Comment on maintient des emplois dans une zone? Sinon, la zone se dévitalise complètement. Donc, cette dimension-là, elle est absolument essentielle et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, et quand on a appelé notre objectif Orbi-Mob, j'en profite pour l'expliquer, Orbi-Mob, mobilité, tout le monde comprend, le Orbi est beaucoup plus dans l'imaginaire de l'orbital. Moi, je suis un chimiste. L'orbital, voilà, l'orbite, etc. C'est ce qui se passe. Il y a un noyau, c'est les faubourgs, c'est les villes, etc. Et puis, nous sommes là, dans nos activités individuelles ou personnelles, en train de graviter pour ça. Et bien évidemment, notre vie est structurée autour des pôles urbains, petits ou grands. Mais il est vrai aussi qu'il y a donc dans cette approche territoriale des éléments qui sont vraiment spécifiquement sur les mobilités urbaines. C'est la journée qu'on a passée hier sur les mobilités. Il y a des mobilités qui sont intermédiaires, justement, toutes ces zones périurbaines qui sont assez difficiles à définir. Et puis le monde qui est strictement rural et qui, effectivement, aujourd'hui, est en souffrance, on le sait. Donc, il appelle un certain nombre de solutions. Donc, je vous rassure, la question est très bien posée. C'est bien dans ce contexte d'une vie, effectivement, tournée autour de l'activité qui fait que nous vivions, donc les emplois, l'activité, le quotidien et autres, et auquel ensuite vient se rapprocher toutes les autres problématiques importantes, de culture, d'accès à d'autres services, etc. Donc, vraiment, cette réalité, c'est celle-là que l'on veut aborder. Et je voudrais quand même répondre sur la question de l'individuel et du collectif. Essayons, et tout à l'heure, il y a une table ronde animée par François sur justement la multimodalité et la place du rail. Donc, il faut qu'on essaie de ne pas avoir cette opposition binaire entre l'individuel et le collectif. Voilà. Je pense que ça, c'est un concept du passé. Quelle est la différence entre un véhicule de 5 ou 6 personnes qui va être utilisé à un moment donné en covoiturage, qui va être utilisé au niveau familial, le bus, le petit bus, qui va non plus avoir un trajet complètement fixé, prédéterminé au départ avec des horaires, mais qu'on appelle à la demande et qui va pouvoir être là. Comment ça peut être l'équivalent d'un type Michelin qui est effectivement réactif sur un chanson. On a un continuum de solutions sur lesquelles nous devons travailler. Et je crois que c'est ça qui est important.
Hein. Mais je ne voudrais pas qu'on ait cette opposition entre l'urbain, le rural, l'individuel, le collectif. Sinon, on est systématiquement dans une opposition voilà, un peu sémantique qui n'a plus de raison d'être. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. En positive, qu'est-ce qu'on peut faire? On a, c'est vrai, la chance d'avoir dans le Puy-de-Dôme des maillages. Alors, Frédéric Faucon nous a fait une conférence merveilleuse, ben, il faut la repasser, sur justement l'historique de ce maillage du territoire qui est merveilleux, hein, qui est absolument merveilleux, et puis ensuite qui a été, on va dire, allez, désaffecté beaucoup par une planification centralisatrice, hein, voilà, qui est allée trop loin. Donc il faut un petit peu revenir en arrière, mais pas simplement se dire je refais demain ce qu'on avait fait hier. Mais non, ça sera quelque chose de différent, qui peut réutiliser certaines de ces infrastructures, mais qui oblige à des choses importantes. Voilà, dimanche prochain, je vais aller de Paris à Fontainebleau. Hein. J'ai pris un ticket SNCF. Pas possible. Il n'y a pas. On me dit c'est soit du covoiturage, soit du bus. Très bien, mais c'est comme ça. Voilà. Et ça, on va l'avoir de plus en plus. Il s'agit de s'adapter finalement à cette variété, et j'insiste sur la chose fondamentale, qui est de dire ce dont nous avons besoin, ce sont des solutions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça qui intéresse les gens. C'est ça qui intéresse les gens. Hein. Et les offres traditionnelles ne répondent pas à ça. Or, on peut, avec les mobilités servicielles et les choses là, commencer d'aborder ça. Hein. Je pense que c'est dans cet esprit que je voudrais vraiment qu'on comprenne ce défi des mobilités territoriales qui est ouvert à toutes les options et où la seule limite, ça va être notre imagination. Hein. Et on a 5-6 ans pour le faire. Je vois que, j'ai pris on passera vraiment à la suite, mais je vois que le directeur du syndicat mixte des transports clermontois a pris le micro au passage. Donc. Si je peux me permettre, parce que tu vas intervenir tout à l'heure, donc oui. Non, ah bon, très bien, parce que je veux vas-y. Ça s'appelle court, il y avait une proposition qui est faite à l'appel donc novembre, j'ai compris, pour cette année, premier semestre 2022. Je voulais juste signaler qu'il y a une initiative d'observation qui s'appelle le module court résidentiel, qui est porté dans le cadre des enquêtes déplacement. Ce sont des enquêtes qui sont faites périodiquement, tous les 10 ans, qui sont aujourd'hui plutôt des enquêtes urbaines, mais dont manifestement il y aurait un intérêt à les étendre sur des territoires plus vastes. C'est l'enquête nationale déplacement, à partir de laquelle tu citais les chiffres tout à l'heure de déplacement dans le massif central, sur les parts de mission de travail, etc. C'est une enquête qui est finalement fouillée simplement sur la question des déplacements, et le module co-résidentiel lui permet d'appréhender la manière dont les habitants ont, en fonction de leur localisation, des niveaux en fait de dépendance au coût du transport plus ou moins élevé. Alors, voilà, je signale juste qu'en ce moment, ce module il va être déployé à Grenoble, à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne. Ça tombe bien, ces 3 agglomérations de montagne. Donc, il y a peut-être un truc à faire parce que par ailleurs, ça coûte un peu d'argent de déployer ça. Et peut-être que c'est qu'on peut le déployer plus largement et de façon plus approfondie. La personne qui s'occupe de ça, c'est Jean-Pierre Nicolas au laboratoire d'économie des transports à l'UNTE. Voilà. C'était une première suggestion. La deuxième, toujours dans ces questions-là, on a trois temporalités dans la mobilité. On a la temporalité du transport du quotidien. Il y a la question de la localisation des activités qui est abordée là juste tout à l'heure. Savoir, la localisation d'activités, c'est celle qui fait que demain on se déplacera à tel ou tel endroit. Il y a des changements d'habitude. La question du télétravail, c'est un changement d'habitude. C'est que les motifs de déplacement, finalement, avec la même localisation d'activité, ils changent. On n'a pas aujourd'hui, me semble-t-il, à l'échelle du massif central, à l'échelle des montagnes, un modèle qui couple la question des déplacements et la question de la localisation des activités. C'est des choses qui existent dans les villes, et à ma connaissance, ça n'existe pas sur les territoires ni de montagne, ni de densité moyenne. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour appréhender ce sujet qui est vraiment dans la sphère ambimode de la logique des mobilités sur l'ensemble d'un territoire avec ces différentes densités, tout particulièrement en montagne. Bien, je me permets de reprendre la parole, je voulais insister sur quelque chose quand on parle d'innovation. Et l'innovation sur laquelle il faut qu'on s'intéresse beaucoup. Le numérique a résolu beaucoup de problèmes. Quand j'ai passé dans mon petit village de 260 habitants un Covid parfait, parce que je participais à tout à distance, c'était très confortable, très bien. Seulement, tout ce numérique aussi amène à un individualisme de plus en plus forcené.
on est chez soi, on a accès à tout, mais on ne parle plus avec ses voisins. Et donc, il faut que nous innovions dans la convivialité. Nous avons perdu sur nos territoires les bistrots dans les villages, les commerces qui permettaient aux gens de se retrouver. Eh bien, il faut inventer de nouveaux systèmes. Les tiers-lieux sont très bien pour ceux qui travaillent. On peut avoir la machine à café ensemble. C'est déjà une réponse à la demande. Mais il faut qu'on aille très loin dans cette innovation parce que si on ne redonne pas de la vie à la ruralité, eh bien, elle va perdre son attractivité. Parce qu'au bout d'un moment, la petite maison dans la prairie, ça va bien, mais pour les enfants, pour tout le milieu social, on perd beaucoup. Donc, c'est inventé. Je n'ai pas de solution, j'y réfléchis beaucoup, mais il faut que nous trouvions des solutions, que nous fassions des expériences pour retrouver la convivialité. Moi, je fais une analyse du mouvement des Gilets jaunes, dans le sens où les gens qui sont retrouvés sur les ronds-points, c'est parce qu'ils n'avaient plus des endroits pour discuter. Alors, sur les ronds-points, il y avait du café, il y avait quelques croissants, on discutait, on parlait de tout et de rien, et on avait un motif commun, et puis on se retrouvait, parce que la convivialité, c'est l'essence même de la vie humaine. Donc, il faut retrouver cette convivialité dans le village, et là, il faut que nous ayons de l'innovation. Je fais un appel à tous. Alors, on va passer à la suite. Voilà. Et merci pour cet échange et merci encore, monsieur le commissaire. Donc voilà, on a vu donc une approche de l'État sur les mobilités. On y reviendra par plusieurs intervenants de l'État, l'ADEME, l'ADREAL, France Mobilité. Donc on verra d'autres angles d'attaque complémentaires. C'est bien sûr très important d'avoir des éléments de vision et de cadre au niveau de la région, qui est l'organisation, la collectivité compétente de manière lourde et intense sur la mobilité. Donc Frédéric Aguilera, vice-président en mobilité à la région, donc, va intervenir en visio et en différé tout de suite. Juste que j'arrive à partager l'écran. Je devrais commencer à être au début de la semaine, mais il y a une image parasite à droite parce qu'on n'a pas eu le temps de la monter encore. Hop. Je laisse sur le son. Ça, c'est pas moi. Puisque effectivement, comme Auvergnat et ancien président du pôle, et comme oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Bien. C'est parfait. Parfait, merci et désolé de ne pas être parmi vous ce soir dans cette salle que je connais bien, puisque effectivement, comme Auvergnat et ancien président du pôle métropolitain, c'est une salle où nous avons souvent travaillé entre autres sur ces sujets de mobilité. Donc c'est évidemment un moment important pour moi et je tenais effectivement à l'invitation du président Oliva à être présent avec vous ce soir et à d'autres moments de cette réunion et de cette semaine pour vous faire part de tout l'intérêt effectivement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de ces sujets de mobilité. Déjà un intérêt de par nos compétences obligatoires, puisque vous savez que le sujet des mobilités, c'est près de la moitié du budget du Conseil régional, avec cette année près de 1,6 milliard de dépensés sur ces sujets des mobilités, avec évidemment le sujet aussi de l'aménagement du territoire, parce que c'est difficile de ne pas lier la problématique des mobilités avec les problématiques d'aménagement du territoire. Et ce qui est intéressant pour moi ce soir, et tout au long de cette semaine, évidemment,
l'essentiel, ce sera certainement pour moi par le biais des actes de votre colloque de toute cette semaine, mais ça va être effectivement ce puits de réflexion, ce brainstorming que vous organisez maintenant dans le cadre de ces journées hors immeuble. Pourquoi je dis que c'est intéressant pour moi? Parce que d'une part, je suis nouveau vice-président sur ces sujets-là, mais que depuis 2 mois et demi, 3 mois, je me rends bien compte que sur le sujet des mobilités, comme sur beaucoup de sujets, on se heurte à des DOM, à des grands défenseurs de telle ou telle catégorie, de tel type de mobilité, et que cette notion évoquée par le commissaire à l'instant de transversalité sur toutes les problématiques de mobilité, c'est quelque chose qui est assez peu appréhendé. Et d'autant moins appréhendé au niveau des politiques publiques et même des préconisations par un certain nombre d'organismes que très souvent les politiques de mobilité sont, ça a été dit là aussi, donc je ne fais que répéter, mais je pense que c'est une réalité, très souvent concentrée et j'allais dire le débat est souvent présenté par les grandes métropoles et par les territoires denses. Et c'est tout l'intérêt pour moi d'Ornimum, c'est que vous voulez vous poser en sujet et en territoire d'expérimentation pour le territoire auvergnat qui est un territoire peu dense, et je pense que c'est là où effectivement il y a le plus à faire, le plus à être inventif, à trouver des solutions de ces mobilités dans ces territoires peu denses. Alors évidemment avec des problématiques radicalement différentes sur un grand nombre de sujets par rapport aux territoires denses, mais dans ces territoires peu denses, si on veut lutter aussi contre le sentiment d'abandon, aménager le territoire, si on veut irriguer ces territoires et les territoires ruraux, qui sont des territoires comme au niveau de la région Auvergne, mais ça fait partie des leitmotifs du président, de votre président, qui effectivement rappelle que ces territoires sont assez les plus répandus dans le monde. Il faut que l'on trouve des solutions pour aménager et trouver et inventer des mobilités à la hauteur de ces territoires peu denses. Moi, j'ai la conviction, et c'est pour ça que j'adhère complètement à la démarche, j'ai la conviction que l'Auvergne, effectivement, peut être un territoire, et ce territoire d'expérimentation qui fera école demain, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le commissaire qui a rappelé que nous avions fait école sur d'autres sujets à l'échelle du Massif central. Sur ces sujets de mobilité, moi j'ai la conviction que l'on peut faire école demain avec, là aussi ça a été dit, cette ligne de conduite autour de la décarbonation de nos transports. Là aussi, plutôt que de raisonner par type de mobilité, raisonnons et mettons au cœur de nos réflexions, de notre approche, cette notion de décarbonation. Arrêtons de stigmatiser tel ou tel type de mobilité. Moi, j'entends trop les pros ou les anti-ferroviaires, les pros ou les anti-voitures, les pros ou les anti-transports en commun. Ça n'a, à mon sens, aucune utilité d'approcher le débat comme cela. Il faut l'approcher plutôt par rapport à nos problématiques territoriales, par rapport aux besoins, et aussi se projeter sur le sujet des mobilités. On est sur des sujets où on construit le monde le 2040, 2050 aujourd'hui. Les grands sujets d'infrastructure se décident aujourd'hui pour cet horizon 2040-2050. Donc, il faut aussi se projeter dans ce que seront les mobilités à ce moment-là. Quand on parle de mobilité propre, c'est par défaut et en opposition à des mobilités qui sont moins propres. Elles sont certes moins propres aujourd'hui, mais seront-elles propres ou moins propres en 2040? Ça, c'est tout aussi l'enjeu des choix que l'on va faire aujourd'hui pour construire des mobilités propres à l'échelle de tout notre territoire et en utilisant bien la complémentarité de toutes les mobilités. Et l'Auvergne à une bonne échelle. Est un territoire, excusez-moi l'expression, mais un territoire de jeu qui me semble extrêmement pertinent avec, de surcroît, la métropole clermontoise autour, une organisation spatiale avec ses nombreuses villes moyennes et puis ses montagnes, ses vallées, ses difficultés aussi en termes de mobilité autour de ces vallées et les problématiques qui fait qu'on doit être extrêmement inventif pour faciliter les mobilités aussi des gens dans ces territoires très peu denses de zones de montagne, pour leur trouver des solutions demain pour, comme je le disais tout à l'heure, éviter ce sentiment d'exclusion. Les solutions, elles sont à inventer, je le redis, et c'est en ça que je serais très intéressé aussi, je suis très intéressé par tous les débats qui vont se dérouler cette semaine et pas que, par la suite et tout au long au sein de ce laboratoire qui est Ornimum. Mais en tout cas, vous voyez bien que la région Auvergne-Rhône-Alpes
Et déjà, il sera encore plus mobilisé dans les années à venir sur tous ces sujets de mobilité. On va rédiger d'ici l'été notre nouvelle feuille de route à l'horizon de 2035. J'aurais souhaité, mais on a débattu avec le président Wauquiez, faire une feuille de route peut-être même à l'horizon 2050. La difficulté de faire une feuille de route à l'horizon 2050, c'est que c'est souvent assez peu mobilisateur quand on veut mobiliser les acteurs sur une échelle aussi de long terme, mais la réalité, c'est que quand on parle de ces sujets-là, on est à cette échelle-là, comme je le disais tout à l'heure, 2050. Donc, faute de réfléchir à l'horizon 2050, on va déjà réfléchir à l'horizon 2035. Et dans ces réflexions 2035, je compte sur vous, en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour faire entendre la voix de l'Auvergne, la spécificité de l'Auvergne, pour construire ce territoire extrêmement innovant et ces mobilités innovantes que l'on souhaite tous ce soir, et pour que demain, on puisse, partout dans le monde, regarder, comme ça a été dit tout à l'heure, l'Auvergne comme un véritable laboratoire et un exemple des mobilités. En tout cas, merci pour cette invitation. Très bons travaux tout au long de cette semaine. Je vous retrouverai dans 2 autres événements tout au long de cette semaine. Mais vraiment, bravo pour les organisateurs et bravo pour cette initiative. Voilà, alors M. Aguirre n'est pas là, on n'est pas en direct, mais vous l'avez bien vu. Et donc, ce message est très intéressant. Hein. Nous avions eu l'occasion, avec Nicolas Ferrand, de voir Frédéric Aguilera, et je trouve ces encouragements extrêmement intéressants. D'une part, parce que lui-même est en charge de la région, et il a parfaitement vu l'intérêt qu'il y avait à essayer de circonscrire au départ le centre de gravité de nos efforts, en disant voilà, l'Auvergne, 4 départements, ça paraît petit, c'est pas si petit que ça, hein, toujours que l'Auvergne, c'est la Slovénie. Donc un petit pays européen, hein, c'est déjà pas mal. Et puis, comme nous avons une pomosité avec justement l'ensemble du Massif central et avec le reste de la région, c'est tout à fait intéressant. Hein. Il n'est pas question de se recroqueviller, mais au contraire d'essayer de focaliser. Et puis, à l'échelle de 4 départements, on peut quand même arriver à travailler ensemble, mobiliser, et je vous assure que c'est déjà pas mal de travail. Et moi, j'insiste beaucoup sur le côté variété des activités économiques qui structure cette Auvergne. On est bien dans une réflexion qui est à la fois sur le fret, hein, tout ce qui est bien, et c'est absolument essentiel, et puis mobilité des personnes. Il faut vraiment travailler sur cette conjonction-là. Je pense que nous avons un effort à faire aussi. On parle beaucoup d'inventer des choses, et je sais qu'il faut le faire. Il y a aussi des rattrapages à opérer. Hein. Nous n'oublions jamais cette dimension-là, c'est-à-dire que il y a à gauche, à droite, des tas de choses intéressantes qui ont été faites. Et je pense qu'il faut vraiment, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de bienveillance, les adopter pour rapidement développer. Voilà, M. le commissaire parlait effectivement, parce que c'est la vocation du commissariat, d'expérimenter. Voilà, on expérimente pour développer très vite derrière, massifier. Je crois que c'est la clé. Hein, nos concitoyens attendent que justement on soit dans cette veine-là. Et ça me permet de faire une petite transition sur le point d'après. Je ne sais pas qui intervient, Nicolas, au niveau des AOM, mais la loi d'orientation des mobilités a précisément voulu donner une impulsion à cette capacité réflexive bien localisée, avec beaucoup de réalisme, avec la création des autorités organisées de mobilité, et en évitant qu'il y ait de zones blanches. Hein, c'est un grand point de la loi. Alors je pense qu'avant cela, il y avait peut-être dans notre territoire du Massif central un certain nombre de spots qui n'étaient quand même pas complètement couverts. Là, justement, les autorités organisées de mobilité sont ainsi structurées pour que, soit localement, la responsabilité soit prise là, au niveau local, soit que, pour les territoires qui l'ont souhaité, ce soit pris au niveau de la région. Mais c'est, à mon avis, une opportunité extrêmement intéressante pour pouvoir développer des solutions intéressantes, adaptées à la réalité locale. Et donc, Nicolas. Donc voilà, l'intervenant sera David Dubois, qui est directeur de projet politique et services de mobilité au CEREMA Centre-Est, et que voilà, qu'on remercie d'être venu du coup de Lyon, je pense. Voilà. Non, venez ici pour la captation vidéo, ce sera mieux. Et
Et puis voilà, tout de suite après, on va une petite pause et on attaque le prochain. Bonjour à toutes et à tous. Alors, maintenant que la présentation arrive, ce qui va être imminent, je suis effectivement David Dubois, je travaille au CEREMA. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le CEREMA, c'est l'agence publique qui est en charge de l'appui des politiques publiques sur tous les champs de l'aménagement durable du territoire, donc, y compris les politiques de mobilité. On a une agence à Clermont-Ferrand, on me fait un des temps parfait, pour ma part, je suis basé à Lyon et j'en suis bien désolé. Enfin, en tout cas, je me suis bien désolé ce matin, coincé dans les bouchons en partant de chez moi. Donc, le CEREMA en appui aux politiques publiques, particulièrement lors des phases de transition, d'évolution, on a déjà vu ce matin, les politiques de mobilité sont particulièrement au cœur de toutes ces transitions et accompagnées aussi, incitées en ce sens par la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée à toute fin d'année 2019, qui avait de multiples objectifs. Je sais pas, pardon, j'ai oublié un truc. Non, la partage de... Donc, multiples objectifs pour cette loi d'orientation des mobilités, et notamment un qui était de créer un cadre institutionnel favorable au développement de services de mobilité partout et pour tous. On a parlé de mobilité rurale, c'était effectivement ces territoires ruraux ou Penance qui étaient ciblés par cette loi d'orientation des mobilités. Pour cela, cette loi d'orientation des mobilités, elle se base, pour développer ces services de mobilité partout et pour tous, elle se base sur les autorités organisatrices de la mobilité. Ce n'est pas une invention de la loi d'orientation des mobilités, les autorités organisatrices de la mobilité, AOM pour aller plus vite. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Alors, on a longtemps parlé d'autorités organisatrices de transport qui étaient chargées de l'organisation des services de train, de cars, d'autobus. Et progressivement, au fil des évolutions législatives, ces autorités organisatrices des transports se sont chargées de nouvelles missions en termes de libre service, de covoiturage, d'autopartage, ce qui fait qu'on a progressivement opéré ce changement lexical du transport vers la mobilité. Et finalement, la loi d'orientation des mobilités est venue parachever, ou en tout cas mettre une étape supplémentaire dans cette ouverture, dans ce développement des champs de compétences des autorités organisatrices de la mobilité, en faisant vraiment l'acteur public de référence pour l'organisation de tous les services de mobilité. On parlait tout à l'heure des services publics, des services privés, des services de transport collectif, des services individuels. Mais vraiment, l'AOM devient, grâce à la LOM, l'acteur de référence pour tous ces types de services. Donc l'AOM intervient à la fois dans l'organisation de ces services, c'est le haut de l'AOM, mais en fait, ces missions sont aussi, peuvent être aussi dans l'accompagnement, l'appui au développement des services qui peuvent être développés par d'autres types d'acteurs, d'autres collectivités, ou des associations, des acteurs privés, pourquoi pas. Elle intervient aussi, l'autorité organisatrice de la mobilité, dans l'animation de ce qu'on peut appeler l'écosystème de la mobilité. On a beaucoup parlé d'acteurs institutionnels. Effectivement, ils sont au cœur du système, mais ils sont loin d'être les seuls. Les habitants, les employeurs, les associations, les acteurs économiques, tous ces personnes-là, tous ces gens-là sont des acteurs de la mobilité. Et c'est le rôle de la web d'animer tout ce tissu d'acteurs. Dans le détail, pour revenir sur les compétences de ces autorités organisatrices de la mobilité, elles vont pouvoir choisir de développer une grande diversité de services. Alors, bien sûr, des transports collectifs, comme elles l'ont toujours fait, je dirais, mais aussi des nouveaux services qu'on appelle nouveaux services, mais ils ne sont plus grand-chose de nouveau, des services d'autopartage, des services de transport solidaire. C'est une nouvelle compétence qui a été confiée aux autorités organisatrices de la mobilité, également des services d'autopartage. Et puis ces autorités, comme je le disais, vont pouvoir aussi concourir, soutenir le développement d'initiatives portées par des tiers, concourir au développement de services de covoiturage notamment, pouvoir également intervenir sur un champ qui est pour l'instant assez impensé dans les politiques de mobilité, en tout cas insuffisamment pensé, insuffisamment intégré dans les politiques, qui est la logistique et les transports de marchandises. Et puis, dernier point, et pas les moindres, les autorités organisatrices de la mobilité peuvent aussi verser des aides individuelles, notamment pour les personnes précaires. Le sujet revient très régulièrement sur la table, et encore ce matin, sur toutes les ondes, on ne parlait pas que, mais beaucoup de la hausse des prix du carburant. Mais voilà, les AOM sont en capacité de verser des aides individuelles pour les personnes les plus vulnérables.
voici pour ces compétences des AOM, donc, qui vont pouvoir être en mesure de développer des services de mobilité. Encore faut-il qu'elles existent, et ça a été évoqué juste à présent. On avait encore, avant cette loi d'orientation des mobilités, des zones blanches, enfin, on a pu appeler des zones blanches de mobilité, c'est-à-dire des secteurs sur lesquels il y avait une autorité organisatrice locale en charge de s'occuper de ces questions de mobilité à l'échelle locale. Et c'était un des objectifs majeurs de cette loi d'orientation des mobilités que de venir combler ces zones blanches, de venir proposer une couverture intégrale du territoire par des autorités organisatrices de la mobilité. Et même mieux, par deux niveaux d'autorités organisatrices de la mobilité. Alors, le premier, ça sera en écho à l'intervention qui précède de Frédéric Aguilera, c'est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale. Donc, c'est l'échelle du maillage, c'est l'échelle du Clermont-Vichy, du Ambertière, de la moyenne distance, on va dire. Pas de révolution là-dessus. L'autorité compétente, c'est la région. Elle était déjà autorité organisatrice des transports précédemment, elle devient autorité organisatrice de la mobilité, et donc ses compétences seront élargies, comme pour toutes les autorités organisatrices de la mobilité, au champ de covoiturage, de l'autopartage, de services de mobilité inclusive, solidaire, etc. Là où la différence introduite par la loi mobilité est plus significative, c'est concerne les autorités organisatrices de la mobilité à l'échelle locale. Ces autorités organisatrices de la mobilité locale, la loi précise que c'est un rôle qui revient de façon très claire aux intercommunalités. La situation là aussi n'est pas révolutionnée pour les métropoles, pour les communautés d'agglomération, qui étaient déjà autorités organisatrices de la mobilité et qui évidemment le restent. Par contre, les changements interviennent pour les communautés de communes, qui couvrent quand même l'essentiel, les trois quarts des communes françaises sont intégrées à des communautés de communes. Ces communautés de communes avaient historiquement la possibilité de se saisir de cette compétence AOM. Sur le millier de communautés de communes que nous avons en France, à peu de choses près, 5% avaient fait ce choix de prendre de la compétence mobilité avant la loi d'orientation de la mobilité. C'est pas nouvelle, il y en a les deux. On pourrait y revenir précédemment. Eh bien, la loi mobilité est venue demander à ces communautés de communes de faire un choix, de prendre ou non cette compétence d'organisation des mobilités avec une date limite qui a été fixée, une délibération que les communautés de communes devaient prendre avant le 31 mars de cette année. Elle était libre de choisir de prendre ou pas cette compétence, mais si elle choisissait de ne pas prendre la compétence, eh bien, cette compétence l'autorité organisatrice de la mobilité locale revenait automatiquement à l'UGI. Ce qui fait qu'on avait une couverture, et on a, depuis le 1er juillet 2021, une couverture intégrale du territoire par les OM locales. Ça peut être la communauté de communes, ça peut être la métropole, ça peut être la communauté d'agglomération. Et puis, sur le territoire des communautés de communes qui n'ont pas pris la compétence, c'est la région. Alors, si on s'approche un petit peu plus de notre Auvergne, qui nous intéresse vous avez ici la situation avant la loi mobilité, donc on est début 2019, et les tâches que vous voyez en bleu, en fait, sont les secteurs qui étaient historiquement couverts par des autorités organisatrices de la mobilité. Alors, vous reconnaissez assez vite la métropole, les communautés d'agglomération, et donc deux communautés de communes qui avaient pris cette compétence mobilité historiquement. Puis, vous voyez très clairement les zones blanches de la mobilité. Alors, attention avec ce terme de zone blanche, c'est pas parce qu'on est en zone blanche qu'il n'y a absolument aucun service de mobilité, loin s'en faut. Dans les zones blanches, la région était déjà autorité organisatrice des transports, et avant la région, c'était les départements, donc il y avait des services. Simplement, aucune autorité n'était clairement identifiée pour aborder les questions de mobilité à l'échelle locale. Vous avez en comparaison la carte de France de ce début de l'année 2019, vous voyez que finalement l'Auvergne a dépareillé par rapport au reste de la situation française. On avait globalement en France les trois quarts des communes et le quart des habitants qui étaient dans ces fameuses zones blanches. Et si on fait un saut dans le temps, donc on se projette à la date actuelle, voici l'état de la couverture du territoire par les autorités organisatrices de la mobilité locale. Vous voyez qu'il n'y a plus de blanc, tout est couvert. Vous voyez aussi qu'il y a des taches bleues qui sont apparues. Alors, si vous prenez la carte de France, vous voyez qu'entre les régions du nord de la France et les régions du sud de la France, le pourcentage de bleu varie très fortement. C'est lié à des politiques régionales qui ont plus ou moins incité les communautés de communes à se saisir de cette compétence mobilité, ou au contraire, qui ont souhaité conserver la responsabilité de l'organisation des mobilités sur le territoire de ces communautés de communes. Globalement, en Auvergne,
hein, on avait une dizaine de collectivités locales compétentes pour organiser la mobilité, donc agglomération, comité de communes, alors certaines via des syndicats mixtes. On a désormais une quinzaine de CI, comités de communes, qui sont compétents. Donc ces comités de communes, d'agglomération et métropole compétentes, ils couvrent à peu près les 2/3 des habitants et 40% des communes d'Auvergne. Donc le reste est couvert par la région en tant qu'AOM locale, qui donc cumule ces deux rôles d'AOM régional et d'AOM local sur les territoires que vous voyez en jaune sur cette carte. Alors voilà, d'un côté les communes en jaune, de l'autre côté les communes en bleu. En réalité, la situation elle est beaucoup plus contrastée que ça. Hein. Il ne faut pas croire que parce qu'on est dans une commune en bleu ou parce qu'on est dans une commune en jaune, l'organisation des mobilités va être radicalement différente, puisque la loi mobilité elle permet un certain nombre de passerelles entre l'action de la région quand elle est AOM et puis l'action des collectivités locales quand elles sont AOM. La première passerelle, la loi permet à la région de confier certaines de ses missions, certains de ses services à d'autres niveaux de collectivités, que ces collectivités soient autorités organisatrices de mobilité ou non. Hein, donc, ce n'est pas concrètement parce que vous habitez une commune en jaune que votre comité de commune ne s'implique pas du tout sur le champ de la mobilité. D'ailleurs, c'est particulièrement le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque je crois que la région souhaite assez fortement s'appuyer sur des relais locaux au sein des comités de communes. Puis à l'inverse, ce n'est pas parce que dans une commune en bleu sur la carte que la région ne s'implique plus du tout sur le champ de la mobilité. D'abord parce que la région, elle sera toujours autorité organisatrice de la mobilité à l'échelle régionale et donc sera toujours un acteur essentiel de la mobilité sur votre territoire. Et puis, deuxième souplesse permise par la loi, c'est que les comités de communes qui ont pris cette compétence de mobilité peuvent laisser la région faire ce qu'elle fait déjà très bien en général, c'est-à-dire organiser les services de transport public les plus lourds. Concrètement, on peut être dans une communauté de communes compétente tout en laissant la région s'occuper des cartes de la région, des transports scolaires, etc. Alors, on voit une articulation entre différents niveaux de collectivité sur ce champ de la mobilité, et puis aussi une articulation, une coordination entre les différentes autorités organisatrices. On en a déjà parlé, hein, la question des mobilités elle ne s'arrête pas aux frontières des comités de communes, aux frontières des métropoles, et c'était aussi un des enjeux de cette loi mobilité que de faciliter ce dialogue entre voisins ou entre différents niveaux d'AOM, la région et puis les AOM locales, pour faire en sorte que les mobilités des habitants, tous les acteurs des territoires soient la plus fluide, la plus coordonnée possible. Et pour cela, la loi confie un nouveau rôle aussi à la région. Vous avez une casquette, autorité organisatrice de la mobilité régionale, autorité organisatrice de la mobilité locale sur les comités de communes qui ont pris cette compétence. Donc, c'est le rôle de chef de file en matière de mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la région va être compétente pour coordonner l'action de l'ensemble des acteurs, des autorités organisatrices de la mobilité qui interviennent sur un territoire donné. Ce travail de coordination, il va se faire de façon privilégiée à l'échelle d'une nouvelle cartographie des nouveaux territoires, qui sont les bassins de mobilité que la région va définir en lien avec les collectivités concernées. Et ce sera vraiment à l'échelle de ces bassins que ce dialogue, cette coordination va se mettre en place. Elle va se mettre en place et puis elle va aussi se contractualiser, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce travail, la région, les autorités de mobilité locale signeront un contrat opérationnel de mobilité qui viendra fixer les engagements de chacun pour que justement les mobilités ne s'arrêtent pas aux frontières de l'une de l'autre, que l'intermodalité soit plus facile, que les horaires soient coordonnés, que les tarifications soient intégrées, en tout cas le plus possible. Donc, coordination entre les AOM, c'est un point important. Puis je parlais tout à l'heure de l'ensemble de l'écosystème de la mobilité. Hein. Il y a bien sûr au centre de ce système les collectivités publiques, ce ne sont pas les seuls. Et là aussi, c'est un enjeu majeur de la loi d'orientation des mobilités de faire en sorte que tous ces partenaires, tous ces acteurs, directs ou indirects, s'impliquent et dialoguent entre eux pour définir les meilleures façons finalement de définir une politique de mobilité sur le territoire. Et pour cela, il y a plusieurs outils, mais je vous en cite simplement un, ce qui est le comité des partenaires, qui est une obligation concrètement, c'est la seule réelle obligation qui s'impose aux autorités organisatrices de la mobilité. Pour tout le reste, elles font ce qu'elles veulent, elles exercent leurs compétences à la carte, sauf pour ce fameux comité de partenaires qu'elles doivent impérativement
organisée. Donc, il y a une instance de dialogue entre l'autorité organisatrice de mobilité et puis, de façon obligatoire, deux catégories d'acteurs essentiels de ces politiques de mobilité que sont les usagers, bien sûr, qui sont les bénéficiaires directs et finaux de ces politiques de mobilité, et puis les employeurs, qui en sont des bénéficiaires indirects et qui en sont aussi, dans le mouvement, des grands financeurs, via le versement mobilité. Donc, ces comités des partenaires permettront à chacun, déjà à l'autorité organisatrice, de présenter ses projets, ses réalisations, permettront à ces acteurs, alors, les usagers, les employeurs de façon obligatoire, et puis tous les autres acteurs que la collectivité souhaitera impliquer dans son comité des partenaires, c'est vraiment cette instance de dialogue, de partage d'informations, de remontée des besoins également. Donc voilà, les acteurs sont en place, la gouvernance s'organise, maintenant reste l'essentiel, ce dont on parlait à l'instant, c'est le développement de services de mobilité, leur amplification, leur généralisation sur tous les territoires. Alors ça peut être beaucoup de services, ça peut être des services en public, ou d'autres choses, d'autres formes de mobilité à inventer. On a eu un appel du pied très marqué il y a quelques instants, mais voilà, pour innover encore sur le sujet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à trouver, mais en tout cas, voilà, la gouvernance est en place, les acteurs sont là, il n'y a plus qu'à faire l'essentiel, les services.